De retour à On Jase, ici Julie Blecomo, toujours sur les ondes d'Unique FM 94.5. On jase de Psycho 101, la psychologie pour apprécier l'humain. On a appris déjà un tas de choses. Madame, monsieur, que vous nous écoutiez à Castleman, du Parlement, que vous soyez à Cornwall ou à Gatineau, j'ai une petite confidence à vous faire qui est écrite dans le livre de notre auteur invité. Vous êtes névrosé, je suis névrosé, nous sommes névrosés. La majorité de la population l'est. Passons à autre chose. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que les différences entre la sympathie, l'empathie et la compassion, Alex Saraf? Alors, premièrement, l'empathie, c'est un terme scientifique que c'est un mode de traitement cognitif. Cognitif, ça veut dire intellectuel qui se passe dans la tête, où je suis capable de me mettre à la place de l'autre, je me mets dans ses souliers quelques instants, puis je suis capable de comprendre, ou j'essaie de comprendre au niveau de mes pensées, j'essaie de comprendre qu'est-ce que la personne peut ressentir, comment elle peut agir, qu'est-ce qu'elle pense. Donc, je me mets dans les souliers de l'autre, j'adopte sa perspective, je mets mes lunettes comme si j'étais lui ou elle, avec son parcours, son bagage. Ça, c'est l'empathie. Ça, c'est l'empathie. Ça peut aussi être un mouvement intuitif, dans le fond. Donc, c'est pas toujours rien que au niveau cognitif. Des fois, on se connecte à l'autre personne de par notre expérience vécue. Julie, comment tu ferais la distinction comme avec l'osmose? Des fois, on entend ça. C'est quoi ça? J'ai tendance à entrer en osmose avec l'autre. Là. Je suis comme là, embarquée avec l'autre. L'autre a mal, j'ai mal. Oui, c'est peut-être un petit peu trop intense. Ça, c'est trop névrosé. un petit peu trop intense. De toute façon, c'est pas ce qu'on enseigne de toute façon aux étudiants en psychologie ou ceux qui veulent faire cette profession-là. Mais l'empathie, c'est d'être capable de comprendre sans nécessairement se laisser aller à la même émotion que l'autre pendant que l'autre nous parle. C'est ça. Et de le vivre en même temps que l'autre, mais ça nous permet de le comprendre, soit d'une façon intuitive ou cognitive, pour être capable de savoir, pas rien qu'à un niveau intellectuel, ce que l'autre vit. Ce que l'autre pour vit. Être capable, justement, de l'aider puis d'aller plus loin à travers ça. Ça, c'est intéressant. Ça peut être intuitif ou cognitif. Oui. D'accord? Puis maintenant, la sympathie, elle. C'est ça. Donc, l'empathie, les psychologues cliniciens sont empathiques. La sympathie, c'est ce que tu évoquais, Julie, quand je ressens la douleur de l'autre. Donc, la sympathie, c'est un terme populaire. Ça veut dire quand je ressens de la sympathie, je suis touché, ça va plus loin. Les relations sont plus rapprochées. Donc, l'empathie, je vais le ressentir envers un client, envers un collègue de travail. Mais quand c'est un ami, quand c'est un membre de la famille, quand c'est un chum, une blonde, un époux, etc., je vais ressentir de la sympathie, c'est-à-dire c'est une synchronisation, ça me touche, ça résonne en moi. Sympathie, synchronisation, j'aime ça, moi, Julie, le sympathie, synchronisation. Oui. C'est comme si je prenais la station de radio puis je la synchronisais à 94.5. Je suis sur la même longueur d'onde notre langage, hein, Julie? Mais oui, c'est ça, effectivement, la sympathie, quand on ressent puis on se laisse vivre l'émotion en même temps que l'autre ou après. Donc, on ressent à ce moment-là la sympathie pour l'autre personne. Donc, on peut même pleurer avec la personne. Oui, on peut même parce qu'on est être touché. En colère que ce que la personne peut vivre, mais c'est pas recommandé dans les bureaux de psychothérapie. Non, puis ça, Alex nous avait bien fait la distinction. C'est sûr. Oui. Parce que la sympathie, mon ami est triste, je suis triste. Mon ami pleure, je pleure. Puis les psychologues cliniciens... Les enfants font ça, on le voit, là, instinctivement. Oui, c'est sûr, on le voit. Puis le psychologue n'est pas supposé de pleurer. Ils pleurent pas. Les psychologues ne pleurent pas avec leurs clients. T'sais, ils ont les yeux pleins d'eau. Mais ils pourraient, après, non? On peut être ému, c'est sûr. La vie, c'est la vie. Et après, si jamais, parce qu'il y a aussi, ce que j'en parle dans mon livre, c'est le stress de compassion. Puis le stress de compassion. Le stress de compassion, en fin de compte, c'est les psychologues cliniciens. C'était dans une petite pilule, une petite granule. Puis il y avait des témoignages, puis ça a été expliqué. Le stress de compassion, si jamais le psychologue clinicien est touché, puis pleure avant, pendant ou après les séances de psychothérapie, c'est de la sympathie qu'il ressent. Oui. Ça va plus loin, c'est le stress de compassion. Ça veut dire qu'il est touché, puis ça vient le chercher dans ses émotions, puis elle a difficulté à gérer avec ça. C'est un terme, c'est pour leur... en fin de compte, ils souffrent d'une certaine façon, les psychologues, s'ils ressentent le stress de compassion.
La compassion, le stress de compassion. Puis la petite pilule, là, j'essaie de comprendre. Ça a passé dans l'émission Une petite pilule, une petite granule. D'accord. Donc, il parlait le stress de compassion. L'usure de compassion, on pourrait dire aussi, avec les proches aidants. C'est de l'usure, là. Ouais. Le stress de compassion, c'est dans l'émission Une petite pilule, une petite granule. Ça faisait quelques temps, je pense que ça fait plusieurs années de ça, là. OK, je comprends bien. Puis la compassion, c'est quelque chose qui peut être néfaste ou il y a des côtés positifs, Julie? Ah non, il y a des côtés positifs, c'est sûr. Ça en prend de la compassion. On ne peut pas faire ce travail-là sans avoir de la compassion pour les gens qu'on aide jour après jour. C'est sûr que ça en prend. Mais en même temps, l'usure de compassion, c'est à force dans la position justement du professionnel, de voir un client, un autre, 4, 5 par jour dans la souffrance, dans la blessure et dans le trauma des fois. C'est sûr que nous, on est un être humain, on n'est pas des robots. Donc, il faut prendre soin de nous là-dedans pour pas justement embarquer dans cette... Donc, comment tu nuancerais dans ton rôle de psychothérapeute entre l'empathie, la compassion, la sympathie? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ton rôle? Bien, c'est sûr que dans mon rôle, en premier, je suis pleine de compassion, c'est sûr, mais j'ai de l'empathie pour les gens que j'aide. Je ne serais pas aidante si je me laissais aller à la sympathie, mais je suis quand même une personne humaine pleine d'émotions et pleine d'expérience qui fait que je dois faire attention à moi pour faire attention aux clients. Oui, c'est là où dans la compassion, ça peut déborder, Alex. Bien, moi, j'ajouterais que la compassion, ça veut dire qu'il y a un geste concret que l'on fait pour aider la personne. C'est ça. Donc, la compassion. C'est plus un accompagnement. C'est un geste concret, c'est un comportement. Donc, mettons, mon amie vient de quitter son chum parce qu'elle a vécu de la violence conjugale pendant, mettons, 10 ans, exemple. Donc, elle veut dormir sur le canapé chez moi, là, dans mon salon. Puis là, j'accepte. C'est un geste que je fais. Un geste de compassion. Un geste de compassion, je donne de l'argent pour une cause humanitaire. Donc, la compassion, il y a des comportements qui sont rattachés à ça. Il y a des actions concrètes. Et ce que j'ajouterais, c'est que oui, il faut avoir de l'empathie, de la sympathie ou de la compassion. Mais ça, il n'y a pas nécessairement de gestes, de comportements concrets associés à ça. Pour la compassion, il y en a habituellement. Mais pas pour l'empathie. Ben, l'empathie, non, parce que c'est plus au niveau intuitif, comme elle dit, ou c'est au niveau cognitif. C'est ça. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on veut pas de la pitié. Les gens veulent pas se prendre en pitié. Ah, ça, parlons-en de la pitié. La pitié, c'est de là que vient le mouvement de la bienveillance. Ouais. Donc, mon geste de compassion que je vais faire à l'autre personne, je vais le faire avec bienveillance et non pas, ben oui, couche sur le divan, c'est bien correct, ça me dérange pas. Parce que la bienveillance, selon moi, là, puis vous me direz là, si j'ai tort, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, il y a un grand mouvement dans le milieu des affaires. On va avoir des leaders bienveillants. Oui, j'ai entendu. Dans la bienveillance, il y a le souci d'autrui, mais souvent, on est projeté devant pour le meilleur de l'ensemble, de la collectivité. Hein, quand c'est quelque chose de bienveillant, ça va être le mieux-être. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui fait allusion au futur. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait interpréter la bienveillance, Julie? C'est sûr que quand on fait des gestes et qu'on y met de la bienveillance, on met beaucoup d'énergie dans le futur parce que c'est aidant. Mais c'est dans l'attitude, la façon qu'on va le faire pour être capable d'amener, que là tu parles des gestionnaires, mais moi je parle des parents, de développer la bienveillance avec leurs enfants. Avec ses amis. Avec ses amis. C'est ça, puis contrairement à la pitié qui peut être méprisante. Là. Oui. Ah non, la pitié, c'est pas une belle attitude mais à avoir. Mais pourquoi tous les deux, là, je vous regarde, là, puis j'aimerais tellement que nos auditeurs voient. Non, mais non, la pitié, là, c'était comme catégorique. Votre langage non-verbal, là, le disait. Pourquoi la pitié, c'est pas bon? Parce que les gens ne veulent pas être pris en pitié. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais pris une formation, puis il y avait la psychologue, je me rappelle plus, tu sais quoi son nom, puis elle avait dit, tu sais, quand on dit à la personne « pauvre-toi », mais « pauvre-toi », ça peut être pris comme des mots d'empathie ou ça peut être pris comme des mots de pitié, comme « pauvre-toi ». OK. Tu comprends-tu? Ce que Alex a fait, il a regardé en bas, il a mis sa main comme si la personne mesurait peut-être quoi? Quelques pouces. Ouais, tu mets ça en pitié. La personne, on ne veut pas se faire prendre en pitié. La pitié, c'est quelque chose qui est négatif. Tu comprends? Puis bienveillance, pour moi, Seigneur, ayez pitié de nous.
Ouais, Donc, c'est ça. mais on sentait pas qu'en disant quelque chose comme ça, Seigneur, ayez pitié de nous. Est-ce qu'on sentait pas ou on espérait une bienveillance? Ouais. On espérait une Est-ce empathie? que le mot a été bien traduit? Ça, il faut se poser la question au point bon, de départ. OK. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est vrai. Ça, Mais c'est intéressant. c'est sûr qu'on souhaite avoir l'aide de l'autre personne quand on est dans une situation de détresse et tout ça. Mais non, on veut pas avoir la pitié. On veut avoir une lueur d'espoir à travers ça. On veut avoir une possibilité de croire que je vais m'en sortir, puis ça va être correct, puis que tu vas m'aider, mais que ça va être bon. Ouais. On a parlé de ces qualités-là, de quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui est bienveillant. Ouais. Généralement parlant, laquelle serait la plus importante pour avoir des bonnes relations? On ne parle pas juste au travail, là. Puis on ne parle pas dans vos rôles, soit Alex Saraf d'enseignant ou Julie Brousseau de psychothérapeute, mais généralement, là, moi, je suis curieuse de Ouais. savoir Moi, je laquelle le vous dirais. privilégiez. Ben moi, je privilégie l'empathie. Ça veut dire que pour moi, chaque être humain doit développer sa capacité d'empathie. Oui, parce qu'on l'enseigne maintenant aux enfants. On dit que avec Ouais. le phénomène des téléphones intelligents, des tablettes, Ouais. que les enfants ont de la difficulté à détecter C'est ça. l'émotion chez l'autre Ouais. et à avoir de l'empathie. Et pour toi, Julie, Ben, la écoute, qualité... je pense que tu finis par me connaître. Moi, c'est un bel équilibre entre tout ça. Puis que j'aimerais ça me laisser avec des amis pleurer si c'est triste. Ah, Oui, c'est sûr. Ah, ouais. Puis ça fait garder- du bien. Ah, que ça garder- fait Ben, du j'ai j'ai bien. besoin proche de de l'aider. toi, mais certain que tu vas Oui, c'est pleurer, c'est de la sympathie, tu le ressens. Puis s'il n'y a pas ça, moi, je dirais le caring. Qui est Comment proche c'est de- différent, le caring? Mais le caring, en fin de compte, le caring, c'est la bienveillance. En fin de compte, c'est juste un terme en anglais. Oui, parce que... La bienveillance, le caring, c'est le fait d'aider. C'est le fait, mettons, si moi j'entends un commentaire négatif d'un collègue de travail, mais je vais le garder pour moi. C'est ça la bienveillance aussi. J'aurais Tu pas comprends-tu? besoin, oui, j'irais pas faire des ragots. Ben non, j'irai pas le répéter, c'est du négatif. Pourquoi je le On a répéterais? tellement de choses à dire, puis on est C'est seulement sûr. rendu à la moitié. Gênez-vous pas pour téléphoner, le 613-745-9450. On est avec Alex Saraf, on parle de psychologie pour apprécier l'humain. Julie Brousseau est là, et vous aussi, joignez-vous à la conversation. Courte pause et on revient à On Jase sur les ondes d'Unique FM 94.5.